Mirella? Ah oui, merci beaucoup. Bienvenue, cher public. On va passer directement à une belle discussion, un petit peu comme Mirella a présenté. Donc, plusieurs points de vue sur l'IA, l'IH en matière de créativité. On a eu deux expositions, là, deux expériences créatrices. Je pense que c'est important de se pencher sur ce point. Et déjà, par rapport à... on a ciblé 5 sujets, mais c'est pas... on peut aller plus loin que ça. On peut parler d'autres choses si vous voulez. Est-ce que... ouais, je vais porter moi ça, puis je vais vous passer ça. Que pensez-vous, dès là, je lance une question à vous quatre. Que pensez-vous des principaux défis, en fait, qu'on pose par rapport au développement de l'IA et de l'IA générative en matière de créativité? Je vais faire comme ça. C'est peut-être mieux un micro comme ça. Ouais. De mon côté, moi, ça m'a jamais fait peur, l'IA, malgré que dans la communauté artistique, on a vu que certains artistes, ça peut les inquiéter, l'intelligence artificielle, mais je pense euh, que c'est peut-être ne pas y voir l'opportunité qu'il y a, c'est-à-dire de simplement aller plus loin dans nos processus de création. C'est-à-dire que même dans la créativité, on peut avoir des zones de confort, c'est-à-dire des zones dans lesquelles on est habitué de faire certaines choses et on peut en tirer profit. Par exemple, de vendre nos services ou de vendre des œuvres d'art qui sont un peu toujours les mêmes et ainsi de suite. Donc, on ne va pas nécessairement aller plus loin et on a crainte que l'intelligence artificielle nous remplace, mais elle ne nous remplacera jamais si on demeure au centre de notre création. Donc, c'est ce que j'aurais à dire pour introduire. Je rebondirais là-dessus parce que ça me parle d'inspiration, en fait. Parce que Mm. la créativité, le point de départ, c'est l'inspiration. Puis l'inspiration, en tout cas dans mon domaine de psychologie évolutionnaire, l'inspiration vient de l'esprit. L'esprit, c'est l'oxygène de l'âme, finalement. Et donc, si effectivement, on ne reste pas, et ça dans tous les domaines, hein, pas seulement dans les arts, mais si on ne demeure pas au centre de notre propre monde, ben, c'est certain que les intelligences artificielles vont nous faire reculer, comme l'exprimait ce matin Jonathan, dans le statu quo. Puis le statu quo, c'est vraiment un manque d'oxygène, là. Donc un manque d'inspiration qui nous enferme dans un monde qu'on appelle un monde de simulation, dans lequel on se trouve, puis je vais vous en parler tantôt à la conférence. Donc, on se retrouverait dans Baudrillard, dans le monde de la simulation, et puis dans une fiction à la The Matrix, là, où essentiellement les robots. Le, en fait, très clairement, c'est la grande question, pas simplement dans notre secteur à nous, qui est, disons, Mm. celui des arts et de la créativité et des lettres, mais aussi tu sais, pour l'ensemble des secteurs de production. C'est-à-dire, Mm. quel sera le lien entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? Moi qui ai un peu travaillé sur cette question en fonction et de la littérature et des arts, on voit très bien en ce moment qu'il y a déjà trois postures qu'on retrouve. La première, et c'est celle qui fait le plus peur, c'est la substitution. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va se substituer à l'intelligence humaine. Je ne connais absolument rien au design, mais je vais faire une. Mais là, je ne fais pas référence mais je peux ne rien connaître au design et faire une affiche. Et elle me suffira, puis vraisemblablement, le gros de la population à qui cette affiche s'adresse pour être content du travail fait. Je suis d'accord avec toi, ça prend quand même, il faut savoir poser des questions à la machine pour avoir des réponses adéquates, mais ça, j'ai le goût de vous dire qu'en bon sémioticien que je suis, qui connaît l'herméneutique depuis, avant même que son nombril soit séché, pour le dire par la blague, l'herméneutique, c'est quoi? C'est quelles sont les questions quelles questions poser au texte pour avoir des réponses? Quelles sont les questions que le texte nous pose? Mm. Et dans quel type d'interaction allons-nous nous inscrire dans ce rapport de lecture? Alors, donc, l'idée ou alors la question, elle est centrale. Et il faut savoir poser des bonnes questions. Si on ne sait pas poser de bonnes questions, on n'aura pas de réponse. Ou alors, on aura le droit aux réponses, bien sûr, qui seront liées en fait aux questions et aux présupposés des questions qui sont posées. Donc, d'une part, il y a la substitution.
hein. Et c'est ce qu'on craint le plus, c'est que la machine puisse nous remplacer tout simplement. Et on le voit d'ailleurs parce qu'il y a un certain nombre de projets. Bon, je travaille surtout en contexte littéraire pour ce qui est de l'IAG, et on voit déjà qu'il y a un certain nombre de livres publiés qui se présentent comme étant des romans qui ont été faits par des intelligences artificielles et qui sont présentés tels quels. Mais donc là, on a bel et bien une substitution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méta-auteur d'une certaine façon, il y a un auteur qui est une machine. L'autre posture, qui est beaucoup plus dynamique, qui est celle en fait de l'accompagnement. Donc, les artistes, les écrivains se servent de l'IAG, se servent des agents conversationnels pour ben, aider à leur création. Je pense à l'écrivaine québécoise Caroline Georges, qui travaille depuis le début de sa carrière, à la fois à faire de la post-photographie à l'aide, évidemment, de logiciels donc ce qu'on nomme globalement numérique, et qui de plus en plus développe des figures extraordinaires dans le cadre de sa pratique donc de création d'images. Mais chez elle, la création d'images se lie ou se couple à la création littéraire. Et donc, les deux projets vont de pair. Elle, c'est vraiment une artiste et une écrivaine québécoise. Elle a gagné le prix du gouverneur général pour De Synthèse en 2018, là, son roman donc paru en 2017. Et donc là, voilà un cas tout à fait extraordinaire d'accompagnement ou chez elle, mais chez d'autres. Je connais aussi des écrivains français pour qui, donc en France, non pas juste québécois, qui travaillent de pair avec, en fait, une IAG, bien sûr, qui a été montée euh, pour l'occasion. La troisième posture, qui est en fait la deuxième, mais peut-être un peu plus avancée, on pourrait dire que c'est celle de la co-création. Là, c'est plus juste un accompagnement, c'est plus juste un complément, mais bel et bien un travail complet de co-création ou d'entrée de jeu. Le rapport avec une IAG s'inscrit au cœur même, en fait, du processus de création. Alors, évidemment, entre accompagnement et co-création, évidemment, le pont permet de relier tous les ponts permettent de relier ces deux pratiques, mais on voit juste simplement comment dire, une implication encore plus importante de l'IAG dans le processus de création. Donc, d'où le fait de parler d'une co-création. Bon, évidemment, le terme de co-création, habituellement, s'applique pour parler de diverses communautés sont impliquées, universitaires et non universitaires, dans une co-création. On trouve souvent en sciences sociales, en psycho et ainsi de suite, mais aussi en art. Tandis que là, en fait, la co-création, c'est celle où une IAG et une IH, là, j'ose pas dire une IH, ça fait un peu bas. Une imagination humaine, d'une part, et une imagination artificielle travaillent de concert pour produire euh, des formes quelconques. Alors pour moi, il y a de là trois types de rapports qui font, et on voit les trois en fait présents actuellement, et on voit très bien comment pour les uns, ces rapports-là sont anxiogènes, s'inscrivent dans un imaginaire de la fin. Nous arrivons à la fin de l'humanité, nous serons remplacés par des robots. Ou encore, les robots vont nous asservir. Ça, c'est la version vraiment très dysphorique de cet imaginaire. Ben, c'est un imaginaire de la fin, c'est dysphorique, là. Et d'une part, et d'autre part, ceux pour qui ben, il y a là, en fait, au contraire, l'occasion d'un renouvellement des pratiques et puis de l'ouverture, en fait, d'un nouvel ensemble de création. Merci. Sylvie? Tu veux réagir? Ben, oui, peut-être. On peut. Oui. Oui, merci beaucoup. Oui, je réagirai après. Je vais terminer le premier tour de parole comme ça, si vous m'entendez correctement. Oui. Parfait, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous, même à distance. Alors, pour la petite histoire, quand vous demandez un visa, faites très attention à la typographie qui peut faire confondre les I majuscules avec les 1. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai demandé mon ESTA. Et c'est pour ça que j'ai pas pu rentrer dans l'avion pour vous rejoindre, malheureusement. Puisque, mais comme le disait Mirella tout à l'heure, je viens de sortir un ouvrage. Je résiste pas au plaisir quand même de vous montrer la couverture. Si j'y arrive, il faut que je trouve la bonne distance. Ah non, je la trouve pas. Ah, ça dépend des reflets. Ah ouais. Voilà, donc transdisciplinarité, transpersonnel, transtechnologie. Bon, c'est un petit peu sur ce dernier point que je vais me prononcer, et notamment par rapport à la question sur la créativité. J'aime bien rappeler, c'est ce qui avait émergé à l'ACFAS de l'an dernier, où j'intervenais également à distance, mais depuis le Maroc, cette fois que
Le terme d'intelligence artificielle, il faut quand même qu'on prenne quelques précautions. Moi, je préfère nettement plus artifice d'intelligence. Tout est expliqué lorsque on inverse ces deux termes. Et d'ailleurs, par rapport à cette tension de cette table ronde entre intelligence artificielle intelligence humaine, on peut se questionner aussi avant de critiquer l'intelligence artificielle, dite artificielle, ce qu'il en est de l'intelligence humaine. Parce que si on regarde la façon dont on se comporte au niveau global et également au niveau personnel, notre intelligence humaine, je pense que cette terminologie, elle est largement usurpée. Je donne juste un chiffre qui est un rappel du GIEC, du Groupement international d'experts internationaux, pardon, je me trompe dans les acronymes. En tout cas, concernant le climat, si on fait rien, d'ici 25 ans, les 8 dixièmes de l'humanité disparaissent. Et ça a déjà commencé dans certaines parties du globe. Et c'est pas simplement les problèmes politiques, c'est évidemment, bien sûr, les problèmes climatiques et les deux combinés. Euh, cette remarque n'est pas anodine, parce que l'IAG est extrêmement consommatrice de ressources, aussi bien des ressources dites rares que d'énergie. Et cette énergie participe grandement au réchauffement de la planète. Alors évidemment, on va toujours trouver des collègues ici ou là qui vont dire que ce sont des fake news, etc. Mais en tout cas, cette option n'est pas à écarter d'un seul coup. Et elle doit nous amener vers des questions d'éthique. Alors, je vais continuer sur cette question de l'éthique. J'ai été très impressionné quand j'ai commencé à faire des requêtes, pour pas dire des prompts, sur l'AG et je lui ai demandé de me rédiger un poème à la façon de Victor Hugo. Heureusement que j'étais assis quand j'ai fait ça, parce que je n'ai même pas eu besoin d'aller dans cette troisième partie, mode d'utilisation de celui de la co-création, tel qu'il était proposé tout à l'heure. Et je me demande, en fait, et puis je vais terminer comme ça cette première prise de parole, euh, qu'en est-il est-ce que vraiment c'est un processus créatif? Parce que ces bases de données qui alimentent les réponses qu'on va avoir, qu'elles soient textuelles, graphiques ou maintenant cinématographiques, elles sortent pas de nulle part. Elles sont alimentées à la base par des œuvres de l'esprit d'autres humains, concaténées, triturées dans tous les sens et offertes en réponse à une attente, à une demande. Donc, qu'en est-il par rapport à cette histoire du droit d'auteur? Et peut-être juste pour être un tout petit peu plus précis, dans les articles scientifiques, maintenant, on demande de plus en plus aux auteurs d'indiquer quels sont les outils qu'ils ont utilisés pour rédiger leur texte, leur communication. Et ceci afin, bien sûr, qu'il y ait un déclaratif par rapport à cette question-là. Et d'ailleurs, dans mon ouvrage que je viens de présenter, il y a quelques petits bouts des transitions notamment ou des introductions de chapitres que j'ai fait avec tel ou tel IAG et je les signalé à chaque fois. Et comme notre ami tout à l'heure qui a présenté son processus de création de la fiche, j'explique à chaque fois comment j'essaye d'affiner un petit peu plus par rapport à ce que j'attends. Et puis bien sûr, ce que j'en pense. Mais nous, on est encore dans une phase générationnelle où notre formation, notre travail personnel et collectif nous permet d'avoir assez de recul par rapport à cette digestion instantanée qui nous est presque vomi, j'ai envie de dire, à notre requête. Mais qu'en sera-t-il par rapport à tous ces élèves, ces étudiants dont nous nous occupons, si on passe peut-être trop vite euh, dans une intégration de la machine où cette génération-là n'aura pas ce recul et cette pertinence réflexive à supposer que nous-mêmes nous l'ayons déjà. On espère qu'on l'a, mais qu'en sera-t-il dans l'avenir? Voilà, double question du coup. J'ai le goût juste de rebondir à ce que tu viens de dire en me disant que peut-être que le prochain essai que je vais écrire, je vais avoir une parenthèse qui va dire 100% humain. On va fermer la parenthèse. Ou 70% humain. Ou un peu comme avec le bio, là, on est obligé de dire. Ou encore maintenant avec provenant du Québec, 100% bio. Et puis donc tel essai sera 100% humain ou encore moins. Ça serait un peu gênant, mais on s'en va peut-être vers ça. Un label 100% humain. Ben oui. Juste pour rebondir sur ce que Florent dit, dans le fond, on parle de création. Qu'est-ce que la création, mais pourquoi on crée?
Parce que si, dans le domaine de la psychologie évolutionnaire, on parle toujours de l'esprit comme étant le souffle, on crée pour se donner du souffle, on crée pour vivre. Donc, il y a cette notion-là derrière euh, tout, tout, euh, toute la société nous conduit dans un esprit de compétition, de consommation, puis ça nous pousse, qu'on soit un artiste ou qu'on soit un avocat ou n'importe, ça nous pousse constamment à aller de plus en plus vite pour donner de plus en plus de résultats, pour avoir de plus en plus de performances, pour faire de plus en plus de production. Puis au bout du compte, c'est cette même question qui nous pend au bout du nez. À quoi bon? Pourquoi on fait tous ça? Pourquoi on court tous? Donc, il y a aussi un aspect dont parlait ce matin Jonathan, l'aspect temporel. Pour conserver l'esprit humain, il va falloir qu'on ralentisse à un moment donné pour apprendre à connaître cet esprit et ce que nous, on enseigne dans le développement intérieur, c'est-à-dire il y a 3 étages de conscience à découvrir, puis on n'en est qu'à un étage en ce moment, qui s'appelle la conscience psychologique et qui nous permet de nous propulser dans un corps social, de nous exercer à travers notre créativité avec les autres. Donc, il y a une co-création entre humains, à quoi s'ajoute la co-création avec de l'intelligence artificielle, qui ni plus ni moins est du plagiat humain, ce que disait Florent tout à l'heure, et donc qui est une pensée morte. L'intelligence artificielle nous rend une pensée morte, une pensée mémoire. Tandis que nous, si on ne poursuit pas nos apprentissages profonds pour comprendre ce qu'est de l'esprit, pour comprendre les fondamentaux de l'esprit humain, depuis le siècle des Lumières, on a dégradé l'esprit. L'esprit des Lumières se rétracte, puis plus on développe de technologie, puis plus l'esprit disparaît au profit d'une froideur mécanique qui nous fait croire parfois qu'on est créatif, mais dans ce monde à 3 dimensions où on a un nouveau co-créateur avec nous, il faut se poser des questions sur notre relation à nous-mêmes au premier chef. Donc, c'est ce que nous, on met sur la discussion pour s'assurer qu'on ne se perde pas en tant qu'être humain, qu'on garde notre esprit au cœur de nos fonctionnalités, si je peux dire comme ça. En fait, je m'interroge sur la question de dire que c'est une mémoire qui est morte. C'est-à-dire donc que ce que l'intelligence artificielle nous recrache essentiellement, c'est de la mémoire morte. En même temps, l'intelligence artificielle, c'est essentiellement des flux informationnels, c'est essentiellement, donc évidemment, c'est de l'électricité appliquée à des circuits électroniques. Et donc, c'est essentiellement non pas mort, parce que si c'était mort, il n'y aurait pas de flux, si c'était mort, il n'y aurait pas de machine. Donc, il y a quand même de là, quelque chose d'un peu paradoxal de dire que ce qui est donné par la machine, c'est une mémoire, c'est une création morte. Au contraire, je pense que c'est pas plus mort que ce que nous-mêmes sommes capables de mettre sur papier et qui devient mort à partir du moment où ce n'est pas lu. Et l'un, je me suis beaucoup amusé avec certains collègues donc littéraires, alors qui évidemment sont tout à fait contre l'intelligence artificielle. Et je leur disais, mais attendez, dans les années 60, on rêvait de l'intertextualité. Hein. Pensez à voyons, Kristeva, Julia Kristeva, sur les bases de ce que Michael Bakhtin avait développé comme dialogisme, est arrivé avec cette idée de l'intertextualité. Et la vie, hein, ce qu'on avait comme idéal, c'était que ben, tout texte est transpercé de tous les autres textes qui sont derrière ce texte-là. Et que ce texte n'est que le croisement de l'ensemble de tous ces textes. Et puis, cette intertextualité, on a vu certaines démonstrations nous expliquer comment ça se développait en effet, puis comment pour un texte donné, ben, il était partagé, traversé de discours publics, traversé de discours, de toutes les formes de discours. Et là, on arrive avec les agents conversationnels génératifs, les IAG. Et mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, eux, ils répètent, essentiellement, en effet, c'est du prédictif, ils répètent sur la base de l'ensemble des textes qui ont été emmagasinés et qui servent. Là, c'est vraiment l'idéal de l'intertextualité qui a été réalisé. Mais à partir du moment où l'idéal est réalisé, il devient bien moins intéressant que quand c'est un idéal qu'on cherche encore à réaliser. Là. C'est comme rêver d'une pleine conscience. Là. Le jour où on l'aura,
On va trouver ça bien plate. On va trouver quelque chose de supérieur à trouver. Ben, en fait, moi, je faisais tout à l'heure allusion à l'esprit comme étant du souffle, de l'inspiration. Donc, c'est à ça que je faisais référence tout à l'heure par rapport à la mémoire morte. Autrement dit, tout ce qu'on crée, une fois que c'est créé, c'est assis. Ah, ça reste presque dans un statu quo. Oui, il y a un flux qui peut se poursuivre, un flux d'informations, mais comme je le disais, comme ce matin, on avait la discussion sur le temporel, puis que je donnais l'exemple des politiciens qui arrivent à un statu quo parce qu'ils n'ont plus de vision pour la société, parce qu'on a peur du risque, donc on s'enlise dans la mémoire de ce qu'on connaît. Donc, on est en train de mourir à travers tout ce cycle qui ne se finit plus de, de mourir parce que les gens au pouvoir n'ont pas d'esprit, n'ont pas de vision et ne veulent pas prendre le risque parce qu'aujourd'hui, dans une société où le risque, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Donc, il y a un aspect politique aussi dans tout ce qu'on nous impose en ce moment. Il y a aussi euh, la rigidité politique qui nous enferme dans le connu, parce que la mémoire, ce que j'appelle la mémoire morte, c'est du connu, et que là, on serait rendu peut-être à ouvrir la porte à autre chose. Et pour ce faire, ben, comme je viens de le dire, ben, il faut s'approprier notre esprit, notre souffle, retrouver notre souffle. On est une société essoufflée, on peut le dire. On va avancer un petit peu dans Oui. la discussion, puis j'entends un petit peu vos préoccupations avant de passer effectivement à des enjeux politiques, OK. puis aussi en éducation aussi. J'aimerais aussi peut-être interpeller Mirella aussi par rapport à peut-être ces deux axes-là pourraient être des solutions aux enjeux que nous sommes en train d'aborder. Euh, Ce que j'entends, en fait, c'est il y a des préoccupations. Je pense que tous, on a des préoccupations à des niveaux différents, tant d'un point de vue socio-technique, quand tu prends l'IA et sa relation avec l'humain, mais d'un point de vue vraiment socio-technique, dans ce qu'elle peut me permettre de faire et ce que moi, je suis capable aussi de faire avec elle, dans le fond. Puis donc, de s'interroger, est-ce que je serais capable de créer une synergie dans cette relation sociotechnique ou est-ce que, elle va me prendre le dessus ou est-ce que c'est moi qui va prendre le dessus, la machine? C'est un peu assez classique comme pensée, mais qui revient, qu'on le veuille ou non, à un niveau exponentiel avec l'IA. Les enjeux d'éthique, etc. Moi, ce que j'ai lu par rapport aux algorithmes, par exemple, de l'IA, et c'est ce que je présente demain ici d'ailleurs, c'est que l'algorithme crée une création, entre guillemets, combinatoire, ce qu'on appelle une création combinatoire, c'est-à-dire qu'il va combiner, puis d'ailleurs, le projet de Amir le montre très, très bien comment l'affiche a été. C'est une combinaison d'éléments guidés par la machine, mais aussi, j'imagine, l'esprit humain. Euh, Puis il y a, est-ce que pour vous, à ce moment-là, cette créativité, elle est transformationnelle? Parce que c'est ça qu'on s'interroge dans le fond, c'est l'impact que ça va créer sur l'humain. Puis je t'entends, Sylvie, tu as des préoccupations, ben, qu'est-ce que ça va être les répercussions ou les conséquences sur l'humain? Puis ça, c'est vraiment, ça relève des cultures numériques. C'est-à-dire, la culture, c'est la médiatisation des relations sociales. Donc, si une machine va me pousser à avoir certaines pratiques culturelles, ben, ça va automatiquement toucher mes relations sociales. La machine me permet en fait de construire une certaine forme de relation sociale, comme par exemple, je ne prendrai pas le téléphone appeler ma fille, ben, je vais lui texter sur Messenger, par exemple. Donc, c'est comment l'outil ou la technologie crée une construction sociale, d'interaction sociale entre les humains. Puis je pense que c'est ça qui est important. C'est pas tant la créativité seulement, mais c'est aussi, pensez-vous que on va avoir une transformation de la société? Jonathan en a parlé un peu par rapport à la temporalité, au niveau de l'espace. Comment on va, euh, comment on va faire cette construction sociale qu'on va avoir progressivement
avec ce tournant d'IA générative où notre contenu est quelque part aussi un notre vie est un prolongement dans la machine et en même temps, elle se nourrit de notre vécu pour, du coup, nous redonner un certain contenu. Comment vous voyez cette relation sociale euh, par rapport à la culture à l'ère de cette IA? Très clairement. Et là, c'est la grande question. Je ne suis pas sûr que on puisse y répondre. On peut, je Non. pense, commencer à peut-être à aborder la question et à voir quelles sont les pistes. Très clairement, on l'a vu, l'appel au ralentissement est aussi une conséquence de l'accélération qu'on a connue. On a quand même connu une période d'accélération dans le cadre des cultures numériques, accélération donc de, Mm. d'une intensification numérique. C'est-à-dire que la pandémie, il y aura aussi été pour quelque chose, c'est-à-dire notre adhésion soudainement à un ensemble de dispositifs qui autrement nous auraient laissé assez indifférents, par exemple la visioconférence, soudainement, c'est devenu le cœur même de nos relations sociales pendant quelques années. Et on voit très bien maintenant l'effet de cette intensification numérique-là sur ben, les ondes de résistance qu'on voit apparaître, le fait qu'il faut chasser les écrans des écoles. Alors, est-ce que ça, c'est du surplace, ça? On recule un peu? Ou ça, c'est avancé que de dire les écrans sont tellement importants dans nos vies que dorénavant, on va les chasser des écoles, les téléphones cellulaires, on va les retirer du primaire? Est-ce que ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? Alors, une réaction à l'intensification numérique qu'on a connue, une réaction à une culture numérique qui est mal connue, qui est mal comprise, dont on ne voit que les effets délétères plutôt que les effets positifs. En même temps, ces effets délétères-là sont bel et bien présents. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucune technologie qui est neutre. Mm. Il n'y a rien qui va nous aider d'un côté qui ne va pas nous nuire d'un autre côté, hein. La voiture, c'est bien beau, mais ça fait tellement de morts qu'on voit très bien. On voit bien aussi en termes de réchauffement climatique que les, les- tout ce qui est positif d'un côté n'est jamais entièrement positif. Ça vient avec son négatif. Et bien sûr, l'intelligence artificielle a aussi des effets, enfin, elle est ambivalente. C'est-à-dire que c'est une technologie, elle n'est non pas neutre, mais elle n'est pas marquée uniquement positivement ou négativement. Donc, en fait, elle s'insère dans des dynamiques complexes. Et on voit très bien, en fait, que même s'il y a des poches de résistance, même si à l'intensification et à l'accélération, comme Mahmoud Rosa le décrivait dans son essai sur l'accélération, qui est quand même un essai fondamental pour ce que nous connaissons maintenant, savoir une, comment dire, une dynamique d'accélération qui semble être continue et qui ne semble pas vouloir se réduire. Alors, comment accepter une telle accélération? Quels sont les effets sur nous, sur les dynamiques sociales? On a beaucoup parlé, et l'exemple américain en est l'exemple politique américain en est un très bel exemple, des chambres d'écho créées par les réseaux sociaux et par les algorithmes, le fait qu'on est de plus en plus dans des îlots et puis dans comment on appelle, une archipélisation des opinions qui s'auto-déterminent et qui Mais s'auto-authentifient. si on va un peu plus loin dans le sens, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une progression, OK, du Web 1.0, 2.0, etc. Mais si c'est important de revenir vraiment vers une trajectoire historique, parce que c'est vraiment comme ça qu'on va essayer de comprendre vraiment notre société et comment elle évolue. Ce que je constate, puisque les écrits, puisque d'ailleurs, moi je suis dans la chaire IA et numérique francophone, c'est bon, merci. C'est que d'ailleurs, on a eu les 3 jours de colloque lundi, mardi, mercredi. Il y a eu un codeur, puis je ne veux pas prendre beaucoup la parole, mais c'était vraiment, il a fait une démonstration comment le code de l'IA incorpore l'affect, la subjectivité, le vécu. Et ça, c'est énorme. Ça, on est passé vraiment à un stade beaucoup plus Exactement. avancé qu'avant. On était, et c'est pris en fait des réseaux sociaux, c'est-à-dire les relations sociales qui se sont installées à travers les plateformes des médias sociaux ont instauré un certain nombre de langages qui est devenu du code. Donc, c'est vraiment la culture code, comme on dit. Et ça, c'est ça qui est un peu
des fois, on se pose la question, mais pourquoi l'IA est super polie? Merci, peux-tu m'éclaircir un peu? Puis, ben, tout simplement, on a eu la démonstration hier par un chercheur ici. C'est tout du code. C'est du code pour générer de l'affect. C'est même plus de l'information. C'est plus que ça. Exactement. Fait qu'est-ce qu'on devrait s'inquiéter sur le contrôle de nos émotions? Ben, pour moi, le point, euh, la faille, si on peut dire ça comme ça, de l'humain, c'est dans le pouvoir d'intention. Parce que dans le fond, c'est ce qu'on pose. On parlait d'herméneutique tout à l'heure, mais c'est oui, l'affect, parce que tout le monde ne contrôle pas ses émotions, c'est déjà un problème. Et l'autre question, c'est le pouvoir d'intention du code. Le programmeur qui a codé, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il s'attend? C'est quoi le comportement qu'il veut que j'adopte? Hum, Donc, tout est dans la boîte noire de l'intelligence artificielle ou tout tout est à dans la fait. boîte noire du code. Et c'est pour ça que si on perd contact avec notre propre code intérieur, notre éthique, notre esprit, notre influx, non, notre influx, notre souffle, ben, on a peu de chances de se sortir de ce pouvoir d'influence parce que ce pouvoir d'influence impacte une société complète et c'est très difficile d'aller à contre-courant pour la majorité des gens. Ça demande énormément de force intérieure que de résister sur le plan éthique à des contraintes de toute Mhm. forme. Donc, pour moi, l'enjeu concernant l'humain est rivé sur cette faille qu'il a d'obéir, d'obtempérer, de se soumettre parce que sa force mentale est insuffisante pour affronter les enjeux qui nous guettent. Tout à fait. Ouais, c'est ça, si vous voulez réagir un peu et on passera par la suite les solutions. On a la chance d'avoir un artiste parmi nous, même plusieurs, et comme Oui. disait un des personnages de Dostoïevski, la beauté sauvera le monde, et qu'on vient de dire que le monde a bien besoin d'être sauvé, puisque pour le vulgum pecus, nous ne sommes pas assez forts psychiquement, psychologiquement, mentalement, et je suis bien d'accord avec ça. Du coup, j'ai hâte de savoir ce que Mathis peut nous apporter par rapport à ça. Je peux rebondir sur le fait que dans le milieu de l'art, il y a les mêmes pressions que dans toute la société, c'est-à-dire production, le fait de se présenter tout le temps, il y a une pression. Puis pour répondre à cette pression-là, justement, on peut utiliser des outils qui peuvent nous déplacer justement de nous-mêmes, de notre centre. Mais même pour rebondir aussi à ce qui était dit tout à l'heure, moi, dans mon expérience, quand je dialogue avec ChatGPT dans le processus de création, je n'ai jamais ressenti comme quand je découvre un nouvel artiste ou une pensée de quelqu'un qui me touche profondément. Par contre, j'ai trouvé bien des choses très intéressantes. J'ai parfois été fasciné par des processus, mais je n'ai pas eu une connexion vibratoire à l'expérience d'un autre être vivant. Et elle est là la différence pour moi, bien que ce soit un outil extrêmement intéressant. Parce que donc finalement, ça me renvoie au fait de devoir, moi, être présent quand j'utilise l'outil. Parce que, par exemple, quand j'écris, j'essaie d'essayer quelque chose, c'est OK, c'est intéressant, tout ça, mais je le sens pas. Puis quand je me le réapproprie, fait que finalement, je recrée avec, Mhm. finalement, je finis par le sentir. Puis c'est ça disons, le sentier de l'artiste, c'est tu sais quand c'est juste, tu sais quand c'est abouti, tu sais quand c'est terminé. Mais avec l'intelligence artificielle, des fois, tu régénérer, c'est tout le temps intéressant. Et c'est quand que c'est juste, on ne le sait pas. Mhm. C'est nous qui le savons. Mhm. Exact. En fait, juste peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire. D'ailleurs, ce qui est quand même assez fascinant, c'est qu'on a commencé à parler de façon massive d'intelligence artificielle à partir du moment où les agents conversationnels sont apparus, donc ChatGPT 3.0, donc en novembre 2022. Et ce qui est quand même fascinant, c'est que ce sont des chatbots, des agents conversationnels. Donc, nous entrons en interaction avec une machine, mais qu'on considère comme étant digne d'une interaction. On est bel et bien dans une conversation avec un agent qui est juste, non pas un agent naturel et humain, mais un agent artificiel. Et il faut voir comment ce moment de l'apparition de l'agent conversationnel fondé sur une IAG a d'une certaine façon révolutionné complètement notre rapport à l'intelligence artificielle. Elle était là depuis très longtemps, depuis le sortir de la guerre, de façon vraiment rudimentaire, mais quand même, on voit très bien que les algorithmes ne sont possibles que parce qu'il y a une IA derrière. Le big data n'est possible que parce qu'en fait, il y a des algorithmes et il y a des IA qui ont été entraînés pour analyser ces données-là. Mais ça,
C'était encore simplement dans le moteur. Tandis que là, soudainement, on nous a dit, ben, tiens, maintenant, il y a un volant, puis tu peux conduire. Et puis, depuis novembre 2022, ben là, on est à peu près la moitié ou trois quarts de l'humanité à conduire des voitures. Et on sait Pas de permis. on n'a pas de permis, on ne sait pas conduire, on ne sait pas c'est quoi la machine, on ne sait pas si ça flotte, ça vole, ça roule. On se dit juste, let's go! Non, excusez, là, c'est un peu. Mais en même temps, c'est un peu ça. On est dans le noir. On est dans le noir, mais sur la base, en fait, d'interaction. La notion d'interaction qui est au cœur de ce rapport-là. Ah oui, les autotamponneuses. Florian, est-ce que vous voulez réagir à ça et on passera aux Je, solutions avant de... Oh ben, juste deux petites remarques. C'est vraiment très riche, tout ce dont on échange, et ça me fait vraiment très plaisir. En 2023, il y a notre collègue Olivier Earthshade qui avait sorti un article qui s'intitulait En discutant avec ChatGPT, on discute avec l'humanité tout entière. Et je pense que c'est ça participe de cette fascination. C'est vrai qu'en en fait, à n'importe quel moment, la machine peut changer de langue, même certaines langues anciennes qui ne sont plus pratiquées par les humains actuels. Donc ça, c'est vraiment totalement fascinant, effectivement. Et après, oui, c'est vraiment aussi cette question vibratoire, cette question du lien à soi-même, aux autres et à la nature. Ça, c'est un triptyque que j'aime beaucoup. Et le sous-titre de mon livre, c'est la dernière fois que j'en parle. Rassurez-vous, c'était Ces sciences nouvelles qui redécouvrent le spirituel. Et effectivement, comment, au-delà de la forme, au-delà des apparences, on peut connecter, même au travers de ces machines, quelque chose de très très profond. Et j'ai bien aimé aussi, je termine avec ça, tout à l'heure on parlait des mémoires mortes, des mémoires revivantes. Ça me fait beaucoup penser à ce que Jiddu Krishnamurti appelle la mémoire psychologique. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette mémoire psychologique qui est celle qui est gravée sur, j'allais dire gravée sur les disques durs, maintenant ils sont flash pour la plupart d'entre eux, et comment est-ce qu'on peut à partir de là peut-être avoir des flashs ou des insights hein, de conscience et de nous ramener toujours plus vers ce qui fait notre humanité. Ce qui ouvre encore une grosse question. Qu'est-ce que c'est notre point commun d'humanité? Mais on en a déjà 5 à traiter. On peut continuer sur la prochaine. Merci beaucoup. Ce qui met la table à essayer de trouver des solutions, quelques pistes de solutions. D'un point de vue, ben, je vous dirais, on a identifié trois axes pour rapport aux solutions, puis c'est ouvert même, c'est ça. C'est plus tout ce qui est plus la responsabilité, donc des pratiques plus responsables. Quelles seraient des solutions de pratiques plus responsables, le cadre éthique? Est-ce que, au niveau de la régulation puis la gouvernance, est-ce qu'il y a à faire dans ce sens-là? Si oui, comment vous voyez un petit peu ces solutions par rapport à la gouvernance et au niveau de l'éducation, c'est sûr que ça touche directement. Donc, comment on va faire cette sensibilisation? Quelles pistes pouvons-nous mettre en place pour développer ce genre de discussion d'ailleurs et qui est une co-construction de pratiques peut-être plus responsables avec l'IA? Premièrement, je pense qu'on doit s'apercevoir aujourd'hui que les questions qu'on se pose, on les pose pour les générations qui nous suivent. Parce que nous, on n'a pas été contaminés par les téléphones, alors que les enfants d'aujourd'hui naissent dans ce système et ne feront peut-être plus la différence entre un être humain et un algorithme. Et ça, c'est ça le point pour moi qui est le plus inquiétant. C'est pas tant nous, les générations plus vieilles, mais nous avons la responsabilité d'orienter les jeunes puis de leur rappeler d'où ils viennent. Si on ne leur rappelle pas d'où viennent les jeunes, qu'ils ont un esprit, une âme qu'ils doivent nourrir constamment, on va les perdre. On risque de les perdre en tout cas, tu sais, parce que c'est facile pour un jeune de se laisser influencer par quoi que ce soit, et d'autant plus qu'il passe je ne sais pas combien d'heures sur son téléphone, donc il est très influencé par l'algorithme. C'était très bienvenu, la politique de faire cesser le téléphone cellulaire dans les écoles. Je trouve que les politiciens se réveillent. Ça fait quand même seulement 25 ans qu'on est pris avec tout ce système-là depuis fin des années 90, qu'on est avec des ordinateurs, qu'on nous a obligés, en tout cas, que tout le monde a été propulsé vers ce monde-là. Donc, c'est jeune.
Puis je trouve qu'on a réagi assez rapidement pour que, tu sais, si tu regardes à l'échelle sociale. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Puis on espère qu'il va y avoir d'autres prises de décision. Il y a tellement beaucoup d'autres problèmes qui s'en viennent, mais ça, déjà, de réagir sur les jeunes dans les écoles, c'est un point extrêmement positif. Et l'autre point pour moi, les solutions qui sont nombreuses dans mon domaine de la psychologie évolutionnaire, c'est vraiment l'idée de reconnecter avec son esprit. C'est ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on promouvoit. Et pour nous, ça fait 15 ans que notre école existe et qu'on a des résultats très probants et qui fait que ça nous aidera, pour moi, le fait de transcender la conscience psychologique, la mémoire morte, la simulation, c'est-à-dire euh, l'idée que notre intelligence cognitive capte à partir des sens et nous enferme dans ce monde visible, dans cette nature qu'on voit palpable, mais qui nous prive de voir toute la portion impalpable, immatérielle et invisible, qui est la source de la création même, qui est la source de notre inspiration. Alors, le jour où on commence à informer notre intelligence cognitive de ces paramètres, et c'est ce que nous faisons avec notre programme de formation, alors le cognitif commence à inclure dans la science ces paramètres et pourra en parler d'une façon transformationnelle dans le futur. Merci. Laurent, veux-tu réagir? Oui, puisqu'on commence à parler un petit peu d'éducation, peut-être juste deux pistes, je ne serai pas très long. Bon, j'aime beaucoup cette expression d'intelligence cognitive qui me fait penser aux différentes formes d'intelligence qu'avait théorisé Howard Gardner à son époque, qui sont un peu remises en question aussi, hein. Je vous l'ai redit de mémoire, l'intelligence verbale, mathématique, kinesthésique, naturaliste, intrapersonnel, se connaître soi-même, interpersonnel. Et il avait même rajouté une neuvième, l'intelligence spirituelle, mais pas exactement de même statut. Alors, quoi faire avec ça par rapport à ces digital natives, hein? C'est né dans l'ère du digital, effectivement. J'avais commencé, mes premiers mots avec vous, ça avait été Big Brother, hein, parce que j'étais apparu un petit peu comme le bébé dans l'éprouvette, là, qui remplit dans 1984 toute la... Bon, j'ai plus une tête de bébé. Mais bref, alors quoi faire d'un point de vue éducatif? Je pense que on a beaucoup parlé du numérique et c'est surtout les algorithmes qui posent problème. Parce que la façon dont on va coder un algorithme qui reste la plupart du temps inconnu pour les utilisateurs, en France, ça fait un véritable tri social. Après le baccalauréat, il y a un algorithme qui est celui de Parcoursup qui va, par rapport à des vœux des candidats, les orienter vers telle ou telle filière de formation avec des critères qui sont rentrés lorsqu'on remplit ces fiches, mais dont on ne sait pas la valeur et la pondération rapportée en plus à l'ensemble de la population. Donc ça, c'est fait de façon tout à fait opaque. Et la meilleure façon de lutter contre ça, en fait, c'est battre le mal par le mal, c'est-à-dire apprendre à coder. Apprendre à coder, faire entrer dans le codage. Alors, oui, il y a tout un tas d'obstacles, mais ce sera la meilleure façon pour qu'il y ait une prise de conscience des utilisateurs de toute cette face cachée de l'iceberg derrière l'écran. Comment ça se passe? Comment c'est calculé? Comment ça transite? Par où ça passe? Comment ça revient? Et bien ça, c'est grâce au codage. Je suis vraiment pas un fan de codage, mais c'est la seule façon. On parlait de conduire des voitures tout à l'heure. Si on veut vraiment conduire une voiture, à un moment, il faut regarder, ouvrir le capot et s'apercevoir qu'il y a au moins trois niveaux absolument vitaux. C'est le liquide de frein, le liquide de refroidissement et accessoirement le tank où on va mettre l'essence. Voilà. Si déjà on peut ouvrir le capot de la machine informatique et regarder quels sont les trois ou quatre niveaux cruciaux, on n'aura pas perdu notre temps, à mon avis. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, l'interaction ne peut pas se faire si on ne connaît pas la boîte noire, en d'autres Et termes. oui, c'est ça. Ouvrir un minimum la boîte noire. Tout à C'est fait. ça. C'est ça l'idée. Je vais juste ajouter quelque chose par rapport à ça parce que je pense que une autre inquiétude, c'est que oui, la boîte noire existe, il faut apprendre à l'ouvrir, la connaître, la décoder, mais c'est des informations, hein. Il faut aussi enseigner aux enfants le sens. Donc, ça ne sert à rien de savoir coder
si tu ne sais pas ce que tu veux dire. Donc, ça revient toujours à l'intention de l'auteur. Tu es qui? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de communiquer? Ma fille, à 16 ans, voulait étudier en communication au cégep. Elle voulait s'inscrire là. J'ai dit, OK, mais qu'est-ce que tu vas te mettre dans la tronche qu'est-ce que tu vas dire? Il faut que tu te mettes quelque chose dans la tronche avant de parler. Donc, c'est un peu la même chose. Il faut faire attention à éduquer nos jeunes dans une connaissance générale avant de les embarquer là-dedans. J'allais rajouter un mot, c'est posture de création. Je pense qu'en ayant une posture de création dans toute chose, dans tout ce qu'on apprend, on est dans son centre, comme on disait tout à l'heure, mais aussi on cultive une intention, on dirige ce qu'on est en train de faire et on ne souhaite pas nécessairement reproduire, on ne souhaite pas impressionner, on ne souhaite pas faire ci ou ça, on crée. Puis même quand on apprend le code, ben c'est un peu ça, on peut apprendre à créer ce qui est derrière, mais comme tu disais, Sylvie, c'est dans quel contexte on le fait. Parce que si on le fait on veut savoir coder parce que je ne sais trop, là, mais Ça a du sens. parce qu'on pourrait juste reproduire le système actuel et vouloir faire des logiciels plus vite, plus performants. Exact. Oui. Mais de toute façon, la notion de boîte noire le dit bien, c'est une boîte qui est fermée à laquelle nous n'avons pas accès. Je veux dire, et par conséquent, les compagnies qui ont du code qu'elles veulent protéger vont bien sûr fermer la boîte et on n'aura jamais accès à ces données-là. On n'aura jamais. Tout comme on ne sait toujours pas à quoi ressemblent les algorithmes de Google. Après, il y a eu Bing, maintenant il y a Gemini. Bon, là, maintenant, ça se développe encore plus parce que là, maintenant, les algorithmes sont liés en fait à des données massives textuelles qui sont le cœur de l'humanité, qui sont maintenant mises en scène, mises en jeu par les agents conversationnels puis les IAG. Alors donc, il y a des trucs qu'on doit faire. Moi, je suis d'accord qu'on doit à tout prix développer des rapports, une éthique ou encore des rapports éthiques liés à l'ensemble des nouvelles technologies qui apparaissent. Mais souvent, les rapports éthiques se doivent d'être précis, se doivent aussi d'être informés. Je pense qu'on ne s'entendra pas sur le téléphone à l'école ou non, mais par moment, j'ai quand même l'impression qu'on jette le bébé avec l'eau du bain et que ce n'est pas un rapport éthique qu'on est en train de développer par rapport à cette technologie, mais au contraire, un rapport plutôt banal de j'accepte, je refuse, c'est noir, c'est blanc, on est justement dans le digital et non pas dans l'analogique, c'est-à-dire on est dans c'est 0 ou c'est un. Et en ce moment, on a bien vu qu'à force d'avoir été dans le un, on veut du zéro pour nos enfants. Mais moi, je trouve ça un peu problématique là, parce que c'est des décisions qui sont prises de façon On va discuter Arbitraire. là-dessus. Ouais. Juste un petit mot que j'aimerais ajouter là-dessus. Parce que pendant un temps, bon, les réseaux sociaux, on y est tous, je me disais un peu une pensée semblable. Je peux aller sur Instagram, pas très longtemps, où je peux faire une action que je veux, mais récemment, dans les 2 dernières années, je me rends compte que les algorithmes sont rendus tellement puissants que j'ai l'impression que quand j'ouvre, je suis aspiré et je perds. C'est vraiment très, très difficile de garder sa ligne. Puis si je rebondis par rapport aux plus jeunes, ce que je trouve intéressant de l'interdire complètement, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire à la place. Puis j'ai l'impression que ça peut ouvrir vraiment autre chose, parce que finalement, quand on n'a pas nos réseaux, qu'est-ce qu'on fait? On fait autre chose. Puis ces autres choses-là, euh, c'est ça. C'est intéressant, ça nous ils vont ouvre. jouer au ballon chasseur. Non, mais On va ils vont ouvrir un petit peu vers l'éducation. Puis c'est ça, si Ouais. tu veux. Oui, vas-y. Ils vont faire ce qu'on faisait quand on était petit, mais déjà, ils sont en train. Ils sont... Mais l'ennui, c'est la porte de la création. Je veux dire, c'est un espace qui t'habite, c'est une boîte noire qui est potentielle, donc c'est extraordinaire. Mais ils sont en train déjà, la politique a fermé la porte au cellulaire dans les écoles, puis ils commencent déjà à se demander est-ce qu'ils vont mettre un jeu d'échecs, est-ce qu'ils vont mettre un ballon chasseur, est-ce qu'ils vont. Donc, comment on doit aider les enfants à renouer parce qu'ils sont déjà en train de perdre ça? Et puis l'autre point que je trouve qui est vraiment crucial concernant les téléphones cellulaires, c'est les réseaux sociaux. Parce que c'est pas juste le téléphone avec une seule personne. Il y a un réseau complet qui influence, puis qu'on le sait qu'à cet âge-là, tout le monde est influencé par le réseau. Et là, ben, quand tu es rendu que tu décides de filmer une scène d'intimidation dans une cour d'école, puis que c'est ton moment de gloire quand tu as 12 ans, imagine ce que tu vas faire à 14, tu sais. Donc, c'est pas seulement l'objet, c'est pas seulement. Alors, c'est toute la relation sociale qui vient avec qu'on doit remettre dans la cour d'école parce que la cour d'école, tu es dans une école, tu n'es pas juste dans le champ.
t'es dans un corps social, tu développes ton corps social. Donc, c'est important de donner des barèmes à des enfants qui n'ont aucune idée de comment vivre. Alors, le savoir-vivre, le savoir-être, le vivre ensemble, c'est les adultes qui l'apportent, c'est pas les enfants avec leur téléphone qui vont se l'apporter. Est-ce que je peux faire une petite intervention rapide? Merci, Oui, comme cette journée est placée également sous le signe de la transdisciplinarité, voire de la méthodologie transdisciplinaire, en fait, par rapport à ces problématiques qui sont intriquées. Hein, on aime beaucoup au CIRET parler de polycrise, par exemple, hein, dans notre monde moderne. En fait, juste rappeler les trois axiomes qui vont peut-être nous donner des clés pour essayer pas à pas de dénouer cette intrication. Le premier axiome, c'est celui du tiers inclus. C'est-à-dire que le débat, c'est pas tant on met des cellulaires à l'école ou on n'en met pas. Avec le tiers inclus, il y a des situations où le cellulaire peut être utile, il y a d'autres où c'est mieux qu'il n'y soit pas. Et le deuxième axiome, c'est celui des niveaux de réalité. C'est-à-dire qu'on a des logiques euh, qui apparaissent concurrentes, qui apparaissent s'affronter. Hein. Même exemple, pour ou contre, ce sont deux logiques. Mais à un autre niveau de réalité, on s'aperçoit, grâce au tiers inclus, justement, que selon les circonstances, selon les objectifs, et je vais reprendre ton mot, selon les intentions, à ce moment-là, il y aura peut-être des moments plus favorables que d'autres. Le troisième et dernier axiome dans l'école de Bassaram Nicolescu, c'est celui de la complexité. Et là, on est vraiment dans la complexité, comme j'étais en train de le dire à quelqu'un qui discute avec moi au travers le chat. Il n'y a pas de réponse simple, il n'y a pas de réponse dichotomique, c'est ni noir ni blanc, c'est encore moins 0 ou un. C'est des choses par degré qui vont dépendre de l'intention, justement. Et je termine avec ça. L'intention nous amène à la question de la conscience. Et je crois que si on aborde toutes ces questions au travers de la conscience, ça va nous ouvrir un champ plutôt que de nous enfermer dans des certitudes. Voilà ce que je voulais dire. merci beaucoup, Florian. On va prendre un petit peu des commentaires du public si tu veux, mais là, je pense que tu veux intervenir. Ben, pour continuer dans cette veine transdisciplinaire, oui, et un petit peu au-delà du cellulaire, de l'exemple du cellulaire, c'est la rupture entre le sujet et l'objet, entre ce qui on est et ce qu'on fait, entre celle et celui qui étudie et ce qu'on étudie. Et là, on est dans cette rupture-là depuis le XVIIe siècle et ça se creuse, ça s'accentue beaucoup avec l'intelligence artificielle. Euh, il y a la rupture entre la discipline et la profession. On prépare encore pour les professions qui sont depuis 1990. Nous sommes en 2025. Il y a même des gens qui disaient si on pouvait téléporter quelqu'un du Moyen Âge ici, la seule chose qu'il reconnaîtrait serait l'école. Non, mais il y a un moment donné, donc ça nous force à cette innovation de rupture, à un changement majeur de paradigme. Alors aujourd'hui, on est en présence de plus de 10 000 disciplines. Donc, et on forme encore pour une seule discipline. Cela signifie qu'on est ignorant dans 9 000 disciplines. Mais former juste dans une seule discipline, demeurer monodisciplinaire, c'est renvoyer ce bétail-là vers la mort. Parce que l'intelligence artificielle va prendre et prend déjà en main tout ce qui est connaissance finalisée et programmée. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Les liens entre les disciplines que nous ne savons pas toujours comment faire, comme disait Morin. On a tellement appris à séparer qu'on ne sait plus comment relier maintenant les choses. Donc, le savoir double tous les 2 ans. Donc, on est dans cette accélération dont parlait Jonathan, dont vous parliez, Bertrand parlait aussi, et dans cette idée de pharmacon. Tout est positif et négatif, tout est remède et poison à la fois. Donc, moi, je crois que c'est vraiment aller vers tout ce qui dépasse une monospécialisation parce que ça ne servira plus à personne dorénavant. Donc, c'est ce qui s'en vient. On l'aime pas. On a encore beaucoup de résistance parce que nous sommes formés aussi à partir d'une seule discipline ou à partir de 2 ou 3 maximum, mais on n'a pas l'approche. On n'a pas ce que Florent disait.
Alors, nous, à l'Université de l'Ontario français, on enseigne ça, l'approche. Qu'est-ce que c'est un tiers inclus? Qu'est-ce que c'est un tiers caché même pour certaines situations? Qu'est-ce que sont les niveaux de réalité, de perception? Parce que personne n'en parle, tout est uniformisé aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on passe d'une pensée simplifiante, disciplinaire, à une pensée complexe? Merci beaucoup. On va prendre juste peut-être un petit commentaire et on va clôturer la table ronde. Oui, merci pour cette table ronde. En fait, je voulais juste rebondir rapidement sur quelque chose, puis peut-être vous pourriez répondre, quelqu'un parmi Ouais. la table. En fait, je rebondissais directement sur ce que Florian avait dit aussi par rapport à on ne connaît pas la boîte noire. Donc, je reviens là-dessus. Je pense que aujourd'hui, tout avance très vite et on a un devoir de s'actualiser et de suivre, parce que même en tant qu'humain, on est habitué à un certain, je te utiliser un anglicisme, un pacing, là. Il faut s'updater vite parce que ça accélère très vite. Et je vous dirais, juste par exemple, on disait, il y avait un trending en 2010, apprendre à coder, là. Tout le monde, on disait, hey, les jeunes vont apprendre à coder, ça va être génial. Mais là, on n'est plus du tout là. On n'est plus du tout là-dedans. Même les gens à Google vont mettre certains algorithmes en leur faveur, évidemment, mais ils ne savent même plus qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire eux-mêmes. Alors, on ne peut même plus prétendre dire, ah, je sais où est l'essence, je sais où là. On est dépassé déjà ça. Alors même qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont allés étudier en informatique puis tout ça, parce que là, le monde disait, hey, on va embaucher. Là, actuellement, là, c'est en déclin total. On n'a plus besoin de ça. On est rendu à un nouveau paradigme, même dans le codage, que quelques-uns peuvent mettre des algorithmes, mais l'algorithme est là pour peut-être contrôler un peu l'IA, mais tu sais, ça reste en surface. Alors, je ne sais pas si vous voulez rebondir par rapport à ça. Moi, c'est surtout le point que je voulais amener. Ce que tu veux dire, dans le fond, c'est le début de la singularité, à savoir que le programmeur va disparaître parce que la machine, l'algorithme s'autoprogramme. Exact. Donc, on en est déjà à ce point. C'est pour ça que Geoffrey Hinton a lancé l'alarme l'année dernière. L'affaire, c'est que aussi, par contre, comme on disait, le tube est sorti. Sinon, on dit on ralentit, la Chine continue. Je veux dire, tu sais, on peut pas. Exact, exact. Puis peut-être juste pour finir avec un point que Makwanda a mentionné aussi, j'ai l'impression qu'actuellement, l'IA est hyper technicien, l'espèce de technicien génial qui connaît tout, qui a l'encyclopédie, mais tant qu'on n'a pas l'espèce de connexion, je ne sais pas si ça va arriver, hein, c'est la question qu'on se pose, une connexion humain à humain, si à un moment donné, on le ressent via un IA, qui peut-être pourrait arriver, là, c'est de la spéculation, là, on tomberait dans un genre de partenariat, puis là, je pense qu'on tomberait justement dans une autre réflexion qu'on pourrait avoir par rapport à ça, qu'actuellement, on ne ressent pas quelque chose par rapport à l'IA si on parle de souffle ou de connexion quelconque, là. Comment? Omnivore, l'univers individuel, Ah, OK. qui fait des interconnexions entre les machines et Ah oui. les humains. Ouais. OK. Mais je vais en parler après. OK, ben, c'est bon. Merci. Merci. Remarque, Oui. si vous regardez le programme de l'ACFAS, il y a 7 colloques qui mentionnent l'intelligence artificielle, 6 autres qui mentionnent l'IA. Il doit y avoir au-dessus de 100 à 120 communications avec le titre IA ou intelligence artificielle qui sont dans la section 2, 3, 4, 5 et 6, à savoir toutes, toutes les disciplines sont là. Et c'est quand même assez fascinant de voir comment l'intelligence artificielle s'est emparée, vient de hijacker, pour prendre, on va y aller dans les anglicismes, le congrès de l'ACFAS, mais il l'a bel et bien fait. Et on retrouve en fait des questions sur, évidemment, la place de l'IA et de l'intelligence artificielle dans l'ensemble des disciplines et des sous-disciplines. Et donc, c'est quand même là quelque chose de totalement phénoménal et on doit en prendre, en effet, tout à fait la mesure. Mais c'est l'autre boîte noire du financement des universités qui fait qu'on est orienté vers ça, peut-être. Je pose la question. Oui. Veux-tu lire le commentaire en ligne? Quelle discussion et quel sujet profond lié à l'existence même de l'humain. Merci à chacun d'entre vous pour ces échanges riches, nuancés et justes.
ce type de réflexion est essentiel et mérite d'être partagé largement pour mieux comprendre ce qu'on nous arrive. Ben, ça, c'est l'antithèse du trolling. Hein. C'est un humain qui a dit ça. On l'apprécie. Merci beaucoup, Pablo. Je pense que tu avais un dernier commentaire depuis tantôt. Tu voulais. C'est bon? Parfait. Ben, je pense que c'est ça, effectivement. C'est une discussion riche qui nous a amené quand même à un certain nombre de réflexions, de regarder, dans le fond, nos processus de travail. Je pense que c'est une des solutions. Comme on dit, on ne peut pas mieux se connaître que s'observer soi-même. Fait que peut-être c'est pas mauvais de regarder un petit peu ben, comment je travaille avec l'IA, qu'est-ce que ça change par rapport à mon comportement, mon travail. Je pense que c'est important ça. Et parce qu'effectivement, elle nous plonge en ce moment dans le socio-technique, mais c'est un peu comme les médias sociaux. Quelques années plus tard, ben, tout ce qui est retombées sociales, psychologiques, mentales, etc., on va surgir énormément d'enjeux. Fait que je pense que avec l'IA, c'est encore plus, ça va être encore plus important au niveau des retombées. Euh, Puis on laisse ouvert la discussion parce qu'il y a plein de présentations l'après-midi et demain qui vont nous éclairer aussi. Je vais juste dire un mot. La création n'est pas réservée aux artistes. Nous, on travaille à sortir l'art de l'art et on pense que c'est vraiment important que tous les humains s'approprient la création, surtout aujourd'hui.